L'Empire ottoman, vaste, complexe et omniprésent, n'était pas uniquement un domaine de soldats, de vizirs et de sultans. C'était aussi une immense scène où le pouvoir ne se contentait pas d'être exercé, mais devait être montré, dramatisé et transformé en spectacle. Dans ce vaste théâtre de 3 continents, la justice n'était pas une simple procédure légale ni une froide rétribution, mais un rituel soigneusement conçu pour inspirer la crainte et réaffirmer la volonté absolue du souverain. Vivre sous sa bannière signifiait accepter que chaque acte de châtiment était à la fois une leçon, une menace et un rappel de l'omnipotence du trône. Le châtiment était conçu comme une cérémonie publique destinée à éduquer le peuple à l'obéissance. C'était une représentation solennelle qui visait à ébranler, à marquer la mémoire collective et à avertir que rien n'échappait à l'œil vigilant du sultan. Dans les bazars animés d'Istanbul, dans les villages poussiéreux d'Anatolie ou dans les recoins reculés des Balkans et des terres arabes, l'exécution d'un châtiment n'était pas seulement un acte juridique, c'était un outil de gouvernement aussi efficace que l'or ou les armes. La peur devint une monnaie de circulation quotidienne, une énergie invisible qui unissait des millions de sujets de langues, de croyances et de coutumes diverses. Chaque châtiment exécuté sur la place publique communiquait un message sans équivoque. La loi de l'Empire n'était ni intangible ni abstraite, elle avait chair, acier et sang, et se manifestait au cœur même de la vie communautaire. La justice ottomane n'émanait pas d'une seule source, mais d'un lit alimenté par de multiples affluentes. La charia islamique, les décrets sultaniques connus sous le nom de Qanun et les besoins pratiques de maintenir l'ordre dans un monde où la trahison, le vol et la rébellion guettaient en constance. De cette fusion émergeait un système unique, avec des châtiments qui combinaient le sacré et le séculier, le pieux en théorie et le sans pitié dans l'exécution. La justice ottomane était en même temps prière et épée, normes divines et calculs politiques. Au sein de cette panoplie de peines, il y avait des méthodes qui ne cherchaient pas seulement à nuire au corps, mais qui étaient destinées à désintégrer l'âme, à priver l'individu de son identité et de sa dignité les plus essentielles. L'une des plus bouleversantes fut l'extraction des yeux, la condamnation à la cécité, symbole terrifiant que le pouvoir pouvait ôter même la capacité de voir le monde. Ainsi l'Empire a construit un langage propre au châtiment, un idiome de peur et de spectacle qui pénétrait tous les recoins de la vie quotidienne. Punir n'était pas un acte isolé, mais une chorégraphie répétée devant la foule, un rappel que l'obéissance était la seule sauvegarde dans un ordre où la justice et la terreur marchaient en tant que main dans la main. Parmi les nombreux châtiments appliqués par l'Empire ottoman, l'un d'eux se distinguait par la cruauté de son symbolisme, la cécité imposée. Ce n'était pas seulement une mutilation physique, mais un dépouillement absolu d'identité, une tentative d'arracher l'individu du tissu social et de le condamner aux ténèbres éternelles. Imaginons la scène sur la place au lever du soleil. Le condamné, les mains liées, est emmené par des soldats dont le métal brille sous la première lumière du jour. Autour de lui, voisins, commerçants et paysans se rassemblent dans un silence d'attente. Certains sont venus par obligation, d'autres par une morbide impulsion de curiosité. Des enfants se réfugient dans les plis des jupes de leur mère tandis que les murmures de la foule s'éteignent dans une tension insupportable. Ce châtiment était réservé à ceux qui avaient là commis trahison, conspiré contre l'État ou commis des crimes si graves qu'ils n'admettaient d'aucune clémence. La sentence était claire et sans appel, l'accusé perdrait la vue. Les chroniqueurs ottomans racontaient la pratique avec une froideur qui accroît l'horreur. Le condamné était immobilisé, parfois assis, parfois à genoux. Un instrument de fer, parfois chauffé à blanc, parfois glacé, était introduit dans les yeux. L'acte ne durait que quelques instants, mais l'impact s'étendait sur toute une vie. L'homme revenait à la société privé de vision, transformé en un avertissement vivant de ce que signifiait défier le pouvoir impérial. Ce n'était pas un châtiment secret. Bien au contraire, les chroniqueurs comme Evliya Çelebi rappellent qu'il était pratiqué sur des places bondées, devant des centaines de témoins. Le message était sans équivoque. Trahir le sultan signifiait perdre non seulement la liberté, mais aussi la possibilité de contempler l'empire que l'on avait osé défier. La vue n'était pas un sens ordinaire, c'était la clé de l'identité et de la participation à la vie commune. En être privé équivalait à être expulsé de la communauté, condamné à un exil perpétuel au sein de son propre foyer. L'origine de cette pratique n'était pas exclusivement ottomane.
L'Empire hérita de cette coutume de Byzance où l'aveuglement était utilisé pour neutraliser les rivaux politiques sans verser le sang des princes. Dans les cours persanes aussi, les yeux étaient considérés comme le siège de l'autorité et de l'ambition, de sorte que les arrachés étaient aînés à l'ennemi la possibilité de revendiquer le pouvoir. Au moment où les Ottomans se sont levés, ce langage de la mutilation oculaire était déjà compris dans tout l'orbe méditerranéen et asiatique. Aux yeux modernes, l'idée est insupportable, presque inimaginable. Mais dans la mentalité ottomane, la cécité avait même une nuance de miséricorde. La mort mettait fin à l'existence. La cécité la préservait, mais dépouillée de dignité. C'était une manière de prolonger la condamnation, de transformer le corps en avertissement perpétuel, en leçon vivante du prix à payer pour se rebeller contre l'ordre du sultan. Ainsi, à chaque aube où le châtiment était exécuté, à chaque cri étouffé et à chaque silence atroce, la foule comprenait de nouveau la leçon. L'Empire voyait tout et pouvait arracher même la lumière des yeux. Si la cécité dépouillait un homme de son identité et le condamnait à vivre dans l'ombre, la décapitation représentait l'acte définitif de la justice ottomane, la coupe qui effaçait à la racine toute résistance. L'épée était bien plus qu'une arme, c'était un symbole chargé de cérémonie et de pouvoir. Devant les yeux du peuple rassemblé, un seul coup pouvait mettre fin non seulement à la vie d'un individu, mais aussi à l'écho même de son défi. Dans l'imaginaire ottoman, décapiter n'était pas uniquement tuer. C'était déclaré à voix haute devant des centaines de témoins que la trahison, la désobéissance ou le crime contre l'État n'avaient pas leur place dans l'architecture de l'Empire. Là où la cécité laissait l'homme vivant mais réduit à un spectre, le fil de la cimeterre apportait un silence absolu. La décapitation était subite, irréversible, et transmettait ainsi une force qu'aucune autre peine n'atteignait. Les exécutions publiques se déroulaient dans les lieux où la vie palpitait avec le plus dense de force. Les marchés, les bakhanas, les abords séparés des mosquées, les places principales. Les marchands fermaient leurs échoppes, les enfants montaient sur les épaules de leurs parents, des rumeurs couraient parmi la foule expectante. Les condamnés étaient conduits entre des rangées de soldats, les regards fixés sur leur dernier parcours. L'atmosphère se chargeait d'une tension dense, un murmure qui contenait la peur, la répulsion et aussi un étrange besoin d'assister à la justice. L'histoire ottomane regorge de têtes coupées, mais peu eurent autant de résonance que celle de Cheikh Bedreddin en 1420. Cet homme n'était pas un criminel ordinaire, ni même un simple rebelle. Il fut un juriste respecté, un mystique vénéré, un prédicateur dont les paroles s'enflammèrent comme un feu parmi les paysans et les marginalisés. Il prêchait une vision qui défiait l'ordre établi. Un monde où musulmans, chrétiens et juifs coexisteraient en égalité et partageraient les richesses. Pour les pauvres, c'était un prophète de justice. Pour le sultan, une dangereuse contagion qui menaçait les fondements mêmes du pouvoir impérial. Lorsque son mouvement s'effondra et qu'il fut arrêté, le silence à la cour dut être accablant. Les juges et les soldats regardaient celui qui avait été l'un des leurs, désormais marqué comme traître. La sentence fut rapide. Il mourait décapité et non en privé, mais devant la foule de serrés dans la Grèce actuelle. La place se remplit de gens appelés à contempler le dénouement. L'épée se leva, sa tête tomba, et avec elle le rêve d'égalité s'éteignit en un instant. Cependant, son nom continua de vivre, transmis par les poètes et les chroniqueurs, rappelé à la fois comme une tragédie et un avertissement. La décapitation ottomane n'était pas une invention isolée. En Europe médiévale, les monarques utilisaient la hache pour effacer les traîtres et les rivaux, tandis que dans le monde islamique, elle était conçue comme une punition juste avec une sanction divine et terrestre. Mais les Ottomans y imprimaient à leur propre marque l'exigence de précision. Le bourreau devait être maître de son art, le coup précis et net. Une exécution maladroite avec des coupes mal faites était honteuse non seulement pour le condamné, mais pour le prestige de l'Empire lui-même. La mort, même dans sa brutalité, devait être exécutée avec art. Les têtes coupées ne restaient pas toujours sur le lieu de l'exécution. Fréquemment, elles étaient transportées Tomae à Istanbul, enveloppées dans des tissus ensanglantés, pour être exposées aux portes du palais de Topkapi. Clouées sur des lances ou disposées en tiseaux en rangée, elles se transformaient en trophées, qui clamaient la promesse impériale. La loyauté signifiait la vie,
la rébellion, l'anéantissement absolu. De cette manière, la décapitation devint un théâtre politique total. Il ne s'agissait pas de cruauté en soi, mais d'un spectacle conçu pour soumettre non seulement des armées mais aussi l'esprit de résistance. Là où la cécité rendait les traîtres muets, l'épée effaçait leur voix pour toujours. Les deux châtiments proclamaient la même vérité. La justice de l'Empire ne se cachait pas, elle s'exhibait en pleine lumière, marquée dans la chair et le sang. Tous les châtiments tenant dans l'Empire ottoman ne se termineront pas par la mort. Certains étaient conçus non pas pour réduire le condamné au silence pour toujours, mais pour le corriger, pour graver dans son corps et dans sa mémoire la leçon de l'obéissance. Parmi eux, l'un des plus persistants et des plus redoutés était le falaka, le fouet sur la plante des pieds. À première vue, il pouvait sembler moins brutal que la décapitation ou la cécité. Mais dans sa simplicité se cachait une paradoxe, une douleur insupportable, capable de briser l'esprit sans ôter la vie. La procédure était cruelle dans son détail. L'accusé était jeté à terre, les jambes fortement liées, les pieds levés vers le haut comme une offrande grotesque. Alors, une baguette, une canne ou un bâton de bois descendaient encore et encore sur les plantes, la partie la plus tendre et sensible du corps. À chaque coup, la douleur se propageait comme un feu, montant des pieds pour envelopper tout l'organisme. Le condamné ne pouvait pas courir, ne pouvait pas se défendre, ni même se tenir debout après le supplice. Une fois la séance terminée, il parvenait à peine à se traîner, humilié et tremblant. Ce qui était significatif, c'est que ce châtiment ne s'appliquait pas seulement aux criminels ordinaires. C'était un instrument de discipline qui touchait les soldats, les esclaves, les paysans et même les étudiants. Dans les casernes des janissaires, l'élite militaire de l'Empire, le falaka planait comme une ombre sur la troupe. Une erreur tactique, une désobéissance, une bagarre en état d'ébriété suffisait pour que le soldat soit renversé et puni à la vue de tous. Les esclaves qui résistaient aux ordres, les paysans qui refusaient de payer les tributs, ou les jeunes qui échouaient dans leurs leçons pouvaient les subir le même sort. Personne n'était au-dessus de cette baguette qui rappelait coup après coup que l'obéissance était inébranlable. Les voyageurs étrangers qui ont assisté à la pratique la décrivaient avec inquiétude. Les ambassadeurs européens à Istanbul racontaient avec étonnement la rapidité et la fréquence de son exécution. Un soldat pouvait être traîné dans la cour, fouetté devant ses camarades et renvoyé à son poste en boitant, le corps brisé mais vivant. Pour les Ottomans, cette humiliation publique était une partie essentielle du châtiment. Le cri du compagnon, la maladresse de ses pas après la bastonnade, étaient des avertissements aussi puissants que les coups eux-mêmes. Le falaka révélait un aspect profond de la mentalité ottomane, la volonté de contrôler sans toujours recourir au sang. Toutes les fautes ne devaient pas se solder par la mort. Parfois, la douleur et la honte suffisaient à briser les volontés et à restaurer l'ordre. Cet équilibre entre cruauté et clémence était l'une des clés de la gouvernance impériale. Le châtiment ne cherchait pas à détruire entièrement, mais à rappeler aux punis que sa place restait de servir l'Empire, même s'il le faisait avec les marques fraîches de la douleur sur son corps. De plus, cette pratique n'était pas exclusive au monde ottoman. Des versions similaires existaient dans d'autres régions. Dans l'Égypte mamelouk, les esclaves et les étudiants recevaient également des coups sur les pieds. Dans la Grèce antique, les jeunes des gymnases pouvaient être fouettés à des fins disciplinaires. Les Ottomans ont repris ces traditions, les ont raffinées et les ont élevées au rang de piliers de leur système punitif. La différence résidait dans l'intimité du tourment. Une décapitation éloignait le bourreau de la victime. L'épée tombait et tout se terminait en un instant. Le falaka, en revanche, exigeait la proximité, un contact prolongé, une présence inéluctable. Chaque coup était personnel, chaque gémissement une preuve que le châtiment n'était pas seulement physique mais psychologique. Le supporter signifiait être brisé en esprit, transformé en exemple pour les autres. Ainsi, la baguette se transforma en un langage de pouvoir, un dialecte quotidien de la discipline. Elle ne se prononçait pas lors de grandes rébellions ni d'exécutions sanglantes, mais dans les salles de classe, les casernes et les marchés. Là, au quotidien, l'obéissance était réaffirmée à chaque coup. Et même si les blessures physiques ça pouvait guérir, le souvenir de la douleur demeurait comme une cicatrice invisible, rappelant à l'individu et à toute la communauté que l'État avait 1000 façons de se faire obéir.
Si le falaka servait à corriger et l'épée à effacer à la racine, la potence occupait une place intermédiaire dans le répertoire des châtiments ottomans. C'était une méthode de mort accessible, répandue, profondément symbolique, qui était réservée non seulement aux rebelles ou aux conspirateurs, mais aussi aux délinquants communs qui perturbaient le fragile équilibre de la vie quotidienne. Voleurs, assassins et brigands qui attaquaient l'homme. Les chemins pouvaient y finir suspendus à la corde, transformés en un rappel visible que la justice de l'Empire atteignait tout le monde. La mécanique était simple et peut-être pour cela si terrifiante. Une poutre toissant une traverse, un crochet ou une corde suffisaient pour transformer un coin de la place en scène de mort. Lorsque le condamné était conduit à l'échafaud, la foule savait déjà ce qui allait se passer. Il montait l'échelle ou était hissé avec violence, et à cet instant il restait suspendu entre deux mondes, les pieds niais à la terre et la tête inclinée vers le ciel. Ce geste l'expulsait autant de la communauté que de l'ordre divin. Sur le sol de l'Empire, on vivait, dans l'ère de la potence, on restait sans appartenance ni dignité. Les exécutions se déroulaient dans les lieux les plus fréquentés. Les marchés où se négociaient épices qui ont été tissus, les places où résonnaient les annonces et les voix d'enfants, se transformaient soudainement en scènes de silence et d'attente. Les corps pendus interrompaient leur sortant, le rythme de la vie quotidienne, rappelant que sous chaque acte de commerce et chaque promenade familiale se cachait l'ombre de la loi. Parfois, plusieurs criminels étaient exécutés en même temps, leur corps se balançant dans une chorégraphie macabre qui glaçait le sang des présents. L'Empire utilisait des variations qui ajoutaient un degré d'horreur supplémentaire. Certains étaient pendus à de hautes poutres, laissant les cadavres exposés pendant des jours, se tordant sous le vent. D'autres étaient transpercés par des crochets ou cloués au fer, leur chair déchirée, tandis que le peuple observait. Il n'était pas rare que les corps restent suspendus jusqu'à la décomposition, dévorés par les oiseaux charognards et punis par les intempéries. Ainsi, le châtiment ne se terminait pas avec la mort. Il se prolongeait dans l'humiliation prolongée du cadavre, transformé en message d'avertissement. La potence portait en elle une marque de dégradation. Contrairement à l'épée, qui dans certains cas pouvait accorder une mort rapide et même une certaine apparence d'honneur, la pendaison était destinée à la déshonneur publique. Mourir en se balançant sous le regard des voisins signifiait téléporter le stigmate même après le dernier souffle. Même les rites funéraires restaient suspendus jusqu'à ce que l'État le permette, renforçant l'idée que la communauté ne reconnaissait pas le supplicié comme digne de repos. Le rang social marquait également des différences. Aux nobles et aux hauts fonctionnaires était parfois accordée la miséricorde de l'épée, tandis que la corde était réservée à ceux qui occupaient des positions plus basses. La corde, alors, n'était pas seulement un instrument de mort, mais aussi un outil pour souligner les hautes hiérarchies. En dehors des frontières ottomanes, les potences peuplaient également l'Europe médiévale, où les corps les géants pouvaient rester accrochés au centre-train aux entrées des villes pendant des semaines. Les Ottomans ont adopté et transformé cette tradition, l'intégrant dans leur propre théâtre de justice. Alors que dans de nombreux royaumes chrétiens, la potence était considérée comme une ressource extrême, dans l'Empire ottoman, elle est devenue un mécanisme quotidien, répété dans les villages, et aux frontières comme un battement sombre du pouvoir. Le symbolisme allait au-delà du terrestre. Être suspendu entre le ciel et la terre était interprété comme un état de damnation spirituelle, un purgatoire en vie où ni le sol ni les cieux ne réclamaient le défunt. Pour les musulmans, les chrétiens et les juifs de l'Empire, cette image était chargée de poids religieux. Le condamné devenait un être sans place, rejeté par le divin et par l'humain. Les potences ne se limitaient pas à Istanbul. Elles s'érigeaient dans des provinces lointaines, dans des villages frappés par le brigandage, dans des villes rebelles des Balkans ou sur les marchés de Damas. Là, parmi les marchands, les paysans et les voyageurs, les corps se balançant, rappelaient à tous que l'autorité du sultan ne connaissait pas de frontières. La leçon était claire, n'importe qui pouvait finir pendu s'il franchissait la ligne invisible qui séparait l'ordre de la transgression. Le spectacle était fondamental. Il ne s'agissait pas uniquement d'éliminer le coupable, mais d'impliquer la foule dans l'acte de justice. Assister à l'exécution, c'était participer à la réaffirmation de l'ordre impérial. Les parents montraient contre les corps à leurs enfants, enseignant d'un geste ce qui attendait ceux qui s'écartaient du chemin. La potence, ainsi, n'était pas seulement un châtiment, c'était une pédagogie de la peur.
Si le falaka servait à corriger et l'épée à effacer à la racine, l'amputation était le châtiment qui se prolongeait au-delà de l'exécution immédiate. Il ne s'agissait pas seulement d'ôter une extrémité, c'était transformer le condamné en un monument vivant du pouvoir impérial. Chaque moignon, chaque cicatrice devenait un rappel permanent, visible pour tous, de ce que signifiait affronter la loi du sultan. Dans les marchés animés d'Istanbul ou sur les places poussiéreuses d'Anatolie, les voleurs savaient ce qui les attendait s'ils étaient les pris. Une main pouvait disparaître sous la lame, un pied pouvait être sectionné sans pitié. L'amputation était plus qu'une rétribution, c'était un avertissement incarné dans la chair et le sang. Un homme sans main n'avait plus besoin de proclamer son crime. Son corps parlait pour lui, le dénonçant à chaque regard. Le membre absent se transformait en un signe ineffaçable qui traversait les générations. Les racines de cette pratique s'enfonçaient dans la tradition islamique. Le Coran lui-même prescrivait l'amputation de la main pour le vol, bien que les juristes musulmans aient nuancé la mesure et ne l'aient généralement appliquée que dans les cas graves, lorsque le délit mettait en péril la survie de la communauté. Les Ottomans, cependant, ont combiné cet héritage religieux avec un pragmatisme politique. Tous les voleurs n'étaient pas mutilés, mais les récidivistes ou ceux qui mettaient en danger l'ordre étaient punis par la perte d'un membre. Ainsi, l'Empire maintenait l'équilibre entre la lettre sacrée et les besoins de gouvernance. L'exposition publique était essentielle. Un membre coupé sur la place ne punissait pas seulement le voleur, mais enseignait à tout le peuple la conséquence de défier la norme. Les récits voyagent plus vite que les décrets. La nouvelle du marchand manchot ou du paysan qui traînait son pied mutilé circulait de bouche à oreille comme un décret invisible mais puissant. Mais l'amputation ne se limitait pas au vol. Dans des contextes de rébellion, la perte des pieds était utilisée comme arme de contrôle. Ôter la capacité de fuir ou de combattre était un moyen de réduire un homme à l'impuissance physique, de lui arracher non seulement sa force mais aussi son avenir de guerrier. Le mutilé devenait l'ombre de ce qu'il fut, un exemple vivant de ce qui se produisait quand quelqu'un osait défier le sultan. Plus extrême encore était l'émasculation, un châtiment réservé aux crimes considérés comme intolérables, crimes sexuels graves ou trahison qui frappaient le cœur de la société ottomane. Ce n'était pas simplement mutiler, c'était anéantir l'essence de la masculinité. Dans une culture profondément patriarcale, où l'honneur était lié à la virilité et à la descendance, perdre les organes sexuels signifiait tout perdre. La possibilité d'être père, de laisser un héritage, de s'inscrire dans la chaîne des ancêtres. C'était, en substance, une mort en vie. La castration avait aussi une autre dimension car elle rappelait l'existence des eunuques à la cour. Ceux-ci avaient été mutilés dans l'enfance pour servir le palais comme gardiens du harem et administrateurs de confiance. Dans leur cas, l'émasculation les transformait en instruments de pouvoir, libres d'ambition de lignage et loyaux uniquement au sultan. Cependant, lorsque la même mutilation était imposée comme châtiment, le message s'inversait. Ce n'était pas une condition de privilège ou de proximité au pouvoir, mais la plus grande humiliation. L'homme puni était réduit à une figure vide, expulsé du cercle social et symboliquement effacé de l'histoire familiale. La scène devait être insupportable. Un corps privé de sa virilité ne souffrait pas seulement physiquement, mais était dépouillé de sa place dans la communauté. Dans un monde où les enfants perpétuaient le nom du père, l'émasculé devenait une branche sèche, sans fruit ni mémoire, pour beaucoup pire que la mort elle-même. De cette manière, l'Empire démontrait que son pouvoir ne s'arrêtait ni à la chair ni à la vie. Il pouvait reconfigurer les identités, ruiner les héritages et condamner un homme au néant. Et sur la place devant tous, le mutilé n'était pas seulement un criminel puni, mais un rappel perpétuel que la justice ottomane pouvait arracher jusqu'à l'essence la plus intime de l'être humain. Parmi tous les châtiments qui terrorisaient le monde ottoman, il en fut un qui s'imposa comme le plus brutal, le plus redouté et le plus inoubliable, l'empalement. Il n'était pas rapide comme l'épée, ni correctif comme la verge, ni humiliant comme la potence. C'était un spectacle de douleur prolongée, conçu non seulement pour tuer, mais pour semer une terreur qui traversait des peuples entiers et restait engravée dans la mémoire collective pendant des générations. La procédure glaçait le sang. Un long pieu affûté était fermement planté dans la terre. Le corps du condamné était transpercé, généralement par le rectum, bien que parfois par l'abdomen ou la poitrine. L'extrémité du poteau n'était pas toujours pointue.
Souvent, elle était délibérément arrondie pour que la pénétration soit lente, séparant la chair sans causer une mort immédiate. Le condamné était hissé et placé verticalement, de sorte que son propre poids le faisait glisser peu à peu sur le pieu. L'agonie pouvait s'étendre sur des heures, voire des jours, tandis que le corps se tordait dans un supplice qui semblait sans fin. L'empalement ne fut pas une invention ottomane. Ses racines remontaient aux Assyriens, aux Perses et, occasionnellement, à l'Europe médiévale. Mais en terres ottomanes, il acquit un caractère d'arme politique de première grandeur. Là où éclatait une révolte, où des marchands conspiraient, où la délinquance menaçait la stabilité, le pieu s'élevait comme un obélisque de peur, visible des champs, des chemins et des murailles. Le corps souffrant se transformait en sermon vivant, en prédication muette qui enseignait à tous la plus dure des leçons. Personne ne pouvait défier l'Empire sans en payer le prix dans la chair et dans l'horreur. Le personnage le plus lié à ce châtiment n'était pas ottoman, mais l'un de ses ennemis les plus célèbres, Vlad Tepes, prince de Valachie, surnommé l'Empaleur. Son nom devint légende, car il érigea des forêts de corps transpercés dans sa lutte contre les Ottomans, semant une telle frayeur que même les soldats aguerris de l'Empire frémissaient devant le paysage de cadavres tordus sur les pieux. Cependant, les Ottomans eux-mêmes ne s'abstinrent pas d'utiliser cette méthode. Quand ils devaient étouffer la résistance avec force, ils recourraient également aux pieux, s'assurant que la peur voyagerait plus vite que n'importe quelle armée. L'effet psychologique était dévastateur. La décapitation bouleversait pendant une journée, la potence humiliée pendant un temps. Mais l'empalement hantait les témoins pendant des semaines. Les corps restaient dressés, transformés en sinistres sculptures humaines qui résistaient au vent et étaient lentement dévorés par les corbeaux. Même après la mort, les cadavres demeuraient comme des spectres, se balançant sous le soleil ou sous la lune, obligeant toute une communauté à cohabiter avec le souvenir du tourment. La paradoxe était déchirante. Le même empire qui construisit la mosquée bleue, qui patronna poètes, musiciens et calligraphes, qui célébra la science et l'art, érigea aussi des potences, planta des pieux et transforma des corps humains en monuments de la terreur. La splendeur et la brutalité coexistèrent comme deux faces inséparables de la même monnaie. L'empalement, plus qu'un châtiment, fut un rituel de contrôle qui transformait le corps humain en toile du pouvoir, en message sanglant que le vent portait plus loin que n'importe quel décret. Ainsi le supplice de l'empalé devint l'une des images les plus sombres de l'Empire, non seulement un homme transpercé par du bois, mais une société entière transpercée par la peur. Quand nous regardons en arrière et parcourons le catalogue des châtiments de l'Empire ottoman, la cécité, la décapitation, le falaka, la potence, l'amputation, l'émasculation et l'empalement, il nous est presque impossible d'imaginer qu'ils faisaient partie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous les considérons comme des atrocités inconcevables, mais pour ceux qui vivaient sous le croissant impérial, ils faisaient partie du pouls même de l'existence. C'était un des avertissements inscrits dans la chair et le sang, des leçons gravées pendaient dans la mémoire collective, des ombres qui accompagnaient chaque acte de la vie quotidienne. L'Empire comprit un principe aussi terrifiant qu'efficace. La peur perdure plus que les lois écrites, voyage plus loin que les mots et s'ancre plus profondément que n'importe quel décret. Les Ottomans surent à la transformer en outil politique, la déployant comme un spectacle que tous étaient obligés de regarder. C'est ainsi que fut maintenue la cohésion d'un territoire immense et divers, où des langues, des religions et des peuples différents apprirent à coexister sous le même message d'obéissance. Mais ici apparaît la contradiction qui définit toute civilisation. Le même monde qui érigea des dômes qui semblaient toucher le ciel, qui remplit Istanbul de musique, de poésie et de calligraphie, dressa aussi des potences, planta des pieux et transforma des corps humains en monuments de la terreur. La splendeur et la brutalité coexistèrent comme deux faces inséparables de la même monnaie. L'essence du pouvoir ottoman s'exprima dans cet équilibre inquiétant, la beauté de la création et l'horreur de la destruction. Au milieu de ces deux forces, entre la lumière des mosquées et l'obscurité des supplices, fut construit un empire qui ne cacha jamais ses ombres, mais les montra délibérément, comme faisant partie de sa grandeur. Au final, les châtiments ottomans ne furent pas seulement des mécanismes de justice, mais des représentations de pouvoir. Ils nous rappellent qu'aucune civilisation, aussi brillant que soit son art ou durable ses réalisations, ne peut échapper à ses propres ténèbres. Les Ottomans touchèrent le ciel avec leurs mosquées, mais transpercèrent aussi la terre avec leurs pieux.
Et entre ces deux images opposées, la beauté sublime et l'effroi absolu, se trouve le cœur de leur histoire.